De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités. Dieudonné Sionou, directeur général de Elion Service, vous êtes également journaliste, et Prosper Agboklou, journaliste et analyste politique. Nous faisons un dernier tour sur le Nigeria avant d'aborder notre deuxième sujet qui concerne la Côte d'Ivoire. Dieudonné Sionou, un dernier mot sur le Nigeria. Alors Guillaume, je le disais tantôt que Bola arrivé au pouvoir, en réalité, moi je n'attends pas grande chose de ce changement de tête. Mais on parlera d'un autre résultat lorsque le système sera véritablement bouleversé et refondé. Malheureusement, on n'a qu'un héritier à la tête de l'État fédéral du Nigeria aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre? Je n'attends pas vraiment grand chose. Mais encore que les analystes ou alors la population nigériane est là pour l'apprécier. Mais je voudrais revenir un peu sur l'engouement autour de cette élection. C'est vrai, ça a fait perdre beaucoup d'argent au Nigeria parce qu'entre-temps, même la Banque centrale aussi a fait une certaine réserve sur les nouveaux billets et tout ça là pour paralyser un peu le système économique du pays. Et maintenant, Bola qui arrive, je ne sais pas par quelle magie, il va relever l'économie du pays de façon exponentielle. Là, je laisse ça de côté. Maintenant, la population même nigériane, vous voyez, et cela, c'est une maladie que je suis en train de constater dans la plupart des pays africains, cette démotivation autour de la chose publique. Les votants qui ne sont même plus prêts à aller aux urnes pour manifester leurs droits civiques, parce qu'on se dit, ce sera toujours la continuité, ce sera toujours ce qu'on ne veut pas qu'on verra. Et donc, cette démotivation a été aussi très lisible lors de ces élections au Nigeria. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? D'habitude, quand je fais mes développements, je résume sur un plan africain pour dire il y a lieu de refonder une Afrique nouvelle, une Afrique qui reprend un départ nouveau pour que les filles et fils africains arrivent à faire confiance au continent. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains ne se sentent plus véritablement africains et n'aiment plus véritablement le continent. La preuve, c'est que on ne manifeste plus cette volonté de faire de ce continent un continent qu'on prisait très bien. D'où lors des élections, vous allez le voir. Donc un AI, juste, c'est pour répondre à un besoin. Le système, comme le dit souvent Prosper Agboklou, n'est pas adapté aux réalités des Africains, ou bien c'est parce que les gens n'ont plus confiance en fait aux institutions? Les systèmes d'abord, et maintenant les institutions qui viennent en deuxième position, qui animent les institutions, si ce ne sont pas les systèmes qui calquent les modèles pour les institutions, malheureusement. Et les individus en plus. D'accord? Quelqu'un disait, on n'a pas besoin de grands hommes en Afrique, on a besoin des institutions fortes. Mais qui anime ces institutions-là? Qui fait la vie de ces institutions s'ils ne sont pas des hommes? Alors, la mentalité africaine, en réalité, a besoin d'être refondée pour de nouvelles institutions aussi fortes et véritablement donner maintenant la confiance aux Africains de se sentir des Africains authentiques. Malheureusement, on ne se ressent pas aujourd'hui. Lors des élections, vous allez le voir, des abstentions et aussi des volontés manifestes de ne pas accomplir son devoir civique. Cela se passe dans les pays africains, les pays francophones et aussi, la dernière fois, je l'ai constaté au Nigeria. Prosper Agboklou, un mot sur le Nigeria avant qu'on aille au... Non, je crois que Dieudonné a paix à caricaturer donc la situation. Moi, je crois que je m'inscrirai toujours sur ce registre, la refondation de la mentalité africaine, parce que j'ai comme l'impression que les Africains sont des lions qui bondissent sur une proie. On fait du suivisme, même les intellectuels n'y pensent pas trop. Ils viennent pour nous calquer le modèle et le modèle sans analyse continue par faire du tort à l'Afrique. Et vous allez voir avez-vous jamais vu en France ou aux États-Unis où il y a eu tant de morts pour une élection? Non. Mais en Afrique, on dit démocratie et c'est là où les gens meurent le plus. Les gens se querellent, il y a des déviances. Pour vous, la démocratie a toujours posé un problème? Non, pareil. Je dis que voilà, la démocratie, sa conception en Afrique, la façon dont on l'a introduit, c'est comme on vient donner une chair empoisonnée à un lion qui ne se pose pas de questions. Il mange. C'est ça le problème en Afrique. C'est ça. On ne comprend pas l'essence même de la démocratie. Et quand les élections viennent, on forme des camps, des groupes de milices, tout ça là.
même les pouvoirs qui sont là, ils ne veulent pas partir. Certains montent des milices. Il y a des regroupements ici par là. La partisanerie, l'ethnocentrisme, on met tout ça là-dedans et on nous dit qu'il faut faire. Donc voilà, Dieudonné l'a dit, c'est ça le problème. Donc vous allez voir, les Nigériens sont tellement divisés. Quand est-ce que on fait des élections? Oui, il y a des exceptions. On l'a vu aux États-Unis la dernière fois entre Trump et Biden, où il y a Trump a réclamé un certain nombre de choses. Mais en Afrique, c'est permanent. C'est permanent. Il n'y a jamais eu d'élection, dit-on, libre, qui soit donc acceptée par tout le monde. Ça veut dire que, quelque part, il y a une refondation. Enfin, il faut mener la réflexion pour voir si, oui, faut-il toujours applaudir? Est-ce que la meilleure façon, c'est seulement faire 2 mandats, les respecter, partir? Quel bilan tu laisses derrière? Et si le bilan est catastrophique, je dis que le système n'est pas bon. Il faut réfléchir, mettre en place une structure africaine pour réfléchir sur le modèle à pratiquer. Pourquoi ne pas mettre une assemblée législative composée de tous les pays africains, 5 par pays, par exemple, on a pratiquement 300 et quelques, qui soient composés par des hommes forts, qui soient composés des hommes intègres, qui puissent penser à chaque fois, contrôler l'action de chaque gouvernement. C'est là l'État, comme on appelle les États-Unis d'Afrique même, et remplacer ce machin de UA qui n'a que la peau vide, qui ne peut même pas, qui n'a aucune force d'action, qui ne agit pas. Regardez au Soudan, quelque chose se passe, l'UA n'est pas capable de faire. C'est l'ONU qui viendra faire le gendarme partout ailleurs. Donc moi je crois qu'en Afrique. Donc pour moi, il faut repenser les choses, faire une refondation et laisser cette démocratie va-t-en-guerre qui nous tue, qui font que nous ne sommes pas en paix et qui créent plus de guerre que de paix entre les civilisations africaines. Merci beaucoup, Prosper Agbo-Klo, pour vos réflexions. Nous restons toujours dans le registre des élections, mais nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, a annoncé dimanche se donner tous les moyens légaux pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale dont il est toujours radié à 4 mois des élections municipales et régionales prévues pour le 2 septembre prochain. Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire rendue publique par la commission électorale indépendante CEI, ce qu'elle juge être comme une violation flagrante du code électoral. Alors, est-on en train de se diriger vers un apaisement de la situation? Parce que légalement, le PPACI a jusqu'au 10 juin pour faire son recours, pour faire valoir ses arguments face à la CEI, pour peut-être espérer une inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Prosper Agbo-Klo. Bon, vous savez, c'est une question épineuse. Depuis que Gbagbo a été incarcéré, emprisonné à La Haye, ses droits ont été complètement, qu'on appelle, il est privé de son droit civique. Il n'avait plus le droit de voter parce que c'est un condamné. Pénalement, il n'a plus le statut donc de citoyen ordinaire. Mais depuis son acquittement et son retour, je crois quand même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui avaient été prises pour que Gbagbo réintègre la société ivoirienne. C'est ce qui lui a même donné le droit de créer un nouveau parti politique, PPACI. Et ça lui permet donc d'exercer encore ses activités politiques. Donc aujourd'hui, Gbagbo est revenu à la normale, s'il faut le dire ainsi, un citoyen ordinaire qui peut s'ingérer dans la vie politique donc, de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que son problème aujourd'hui, oui, l'application qui est faite donc en ce sens, c'est une grâce présidentielle dont il bénéficie. Or, dans les conventions juridiques, on a l'impression que les grâces présidentielles sont différentes de l'amnistie. De l'amnistie, oui. Voilà, donc si c'était de l'amnistie, c'est le législateur qui le propose. Et là, je crois que ça devient, comme on appelle, un projet de loi qu'on vote à l'Assemblée nationale, et quand on le sort, ça entache donc toutes les dispositions constitutionnelles qui fait référence. Voilà que Gbagbo n'est pas amnistié, mais il a été gracié. Il a été gracié. Donc je crois que c'est par là où le débat est encore ouvert. Il va falloir que eux-mêmes qui sont des juristes, moi je suis étonné que Gbagbo lui-même s'est endormi
sur ses lauriers, parce que lui devrait, en tant qu'homme politique, maîtriser ces rouages-là et déjà engager les démarches depuis, avant que la liste ne soit publiée. Qu'il ne soit surpris. Est-ce que dans cette démarche dans laquelle s'est lancé le président Ouattara, en appelant à la cohésion, à la réconciliation nationale et en graciant Gbagbo, cela n'a pas donné une certaine perception de la chose pour qu'on se dise que peut-être avec cette grâce présidentielle, il retrouve tous ses droits et que automatiquement on va lui permettre d'être quand même sur la liste électorale. Voilà que l'histoire le rattrape. Voilà, c'est-à-dire que tout ce processus n'a pas abouti à la finalité. Est-ce que quelque part, on n'aurait pas pu quand même espérer qu'il soit sur la liste électorale? Oui, on devrait espérer, mais je crois quand même qu'on fait parler le juridisme. C'est-à-dire que quand vous allez vers le camp Ouattara, présidentiel, le RHDP, on va vous parler donc de la justice, du juridisme. Oui. C'est cela. Donc c'est de cela qu'il faut. C'est pourquoi moi je crois quand même que Gbagbo lui-même, il s'est fait victimiser, il s'est laissé prendre au piège. Maintenant, son nom n'est pas sur la liste, il doit encore recommencer une autre aventure pour renégocier son statut. Pour moi, je crois quand même que la faute, oui, ceux du pouvoir ont tout simplement, à mon avis, respecté les règles juridiques. Vous parlez de la CEI, donc. Ou de la CEI. C'est à Gbagbo d'anticiper sur les faits pour ne pas être pris au piège. Chose qu'il n'a pas faite, il n'a pas anticipé selon vous. Je rappelle que la CEI avance deux raisons principales. D'abord, l'affaire de la crise post-électorale 2010-2011 qui est finie devant la CPI où Gbagbo a été donc acquitté, mais aussi l'affaire de casse de la BCEAO, une affaire qui remonte à 2011, où il encourait une peine de 20 ans après sa condamnation en 2018. Il a été gracié, comme on le disait, en 2020. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut être sur la liste électorale. Son parti veut engager toutes les démarches par les voies légaux pour le voir inscrit sur la liste. Est-ce que vous pensez également, comme Prosper Agbo-Clou, qu'il s'est fait prendre au jeu ou bien qu'il a trop dormi, qu'il ne s'est pas vite réveillé pour déjà engager la démarche le plus tôt possible pour qu'aujourd'hui, ce ne soit pas à quelques jours de la fin du délai qui lui est imparti qu'il se réveille? Guillaume, sans embâche, je dis que le camp Gbagbo et Gbagbo lui-même se sont fait, comment dirais-je, par leur, est-ce que c'est par leur piège? Non, par le jeu politique. En soi, il faut comprendre que la politique reste la politique, surtout la politique africaine. D'accord? Il n'y a pas de cadeau dedans. Et même si le président lance une certaine politique de rapprochement des camps qui, entre-temps, étaient carrément opposés, qui ont créé une certaine crise dans le pays, on parle de réconciliation, on parle de grâce présidentielle accordée à Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même espérer de le retrouver sur la liste? Et on parle de grâce présidentielle. Écoutez, le président est en réalité soumis à la loi d'un pays. D'accord? Les lois sont là. Rien d'autre. Le président ne peut pas décider aujourd'hui que j'accorde une amnistie à X ou à Y sans être passé par l'Assemblée nationale. On est d'accord? Mais cela n'a pas été la démarche. Quand on vous dit qu'il y a une grâce présidentielle, même et puis l'euphorie. Le premier magistrat. Malheureusement, l'euphorie est arrivée. Ah oui, c'est pour l'apaisement, la cohésion sociale. Mais écoutez, tout politicien africain a ses calculs, son agenda caché. Tout comme eux aussi, ils savent bien le faire. Très bien. Donc, Gbagbo ne peut pas aujourd'hui, à quelques mois des élections, être surpris et son camp surpris du fait que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale. Un ancien président, un Gbagbo, ce n'est pas maintenant qu'il a 18 ans, mais c'est maintenant qu'il va renégocier son droit de vote. Vous comprenez ça? Tout est toujours calculé. Maintenant, moi j'en appelle beaucoup plus à la conscience politique de l'autre camp si véritablement l'idée d'apaisement a été réelle, il faut qu'il continue dans la même lancée. Mais aujourd'hui, quand je vois le camp Gbagbo qui dit on fera tout pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, le tout là, je ne sais pas ce qui est dedans. Par les moyens légaux, naturellement. OK? Par les moyens légaux. Est-ce qu'il y a de la négociation dans les moyens légaux? Aujourd'hui, oui, les voies légales vous disent le monsieur n'a pas été amnistié, mais il a été gracié. Mais au-delà,
quelle voie légale quel recours légal vous parlerez? Quel recours légal? Ils parleront peut-être de cette grâce-là, puisque le camp Gbagbo avait effectivement tablé sur cette affaire, grâce présidentielle pour eux, c'est que le monsieur retrouve tous ses droits pour eux. Maintenant, d'un côté, au niveau de la commission électorale, on dit non, grâce présidentielle, c'est pas forcément amnistie. Voilà. Donc le monsieur, il est déchu de certains droits. C'est les arguments contre arguments. Voilà, argument contre argument. Le camp Gbagbo a quand même jusqu'au 10 juin pour faire valoir ses droits. Bon, espérons que la paix ou alors la recherche de la paix va prévaloir dans cet État de la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous connaissons ce que c'est les élections dans ce pays. Et que si les acteurs ne veulent plus vivre les mêmes choses, je crois qu'il y a lieu de mêler de l'eau au vent, comme on a l'habitude de le dire, pour véritablement entendre un juste milieu. Mais je trouve, si les gens se cramponnent sur l'exercice des lois aujourd'hui, on ira à une démocratie sanguinaire, comme on a l'habitude de le dire. Parce que c'est quand ça arrange qu'on fait recours aux lois. Si ça n'arrange pas, on dit, mais il faut qu'on aille comme ça. Aujourd'hui, celui qui a la force, c'est le pouvoir en place. Celui qui exerce la force, c'est le pouvoir en place. C'est lui qui a l'amabilité d'utiliser les lois comme il veut. Et là, il va s'y retrouver. Mais qu'il y a des grands juristes comme Laurent Gbagbo, moi j'ai été choqué de comprendre que c'est à la veille de ces hostilités que ces avocats brandissent et ils disent cela décrédibilise la CEI. Oui. En soi, moi je trouve que le problème ne se trouve pas à ce niveau. La CEI est dans sa logique. Ce n'est pas la CEI qui vient imposer la non-participation de Gbagbo, le non-enrôlement de Gbagbo. Mais c'est la loi. La loi est claire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Peut-être il faut aller maintenant à un lobby au niveau peut-être du pouvoir en place et qui propose et que l'Assemblée nationale dise oui, on est d'accord, Gbagbo est amnistié pour que son nom soit réécrit. Mais je me dis, est-ce que c'est maintenant qu'il faut commencer tous ces travers-là? C'est un peu de trop. Donc, en politique également, c'est la prévision. Il faut être toujours vigilant. Ton adversaire n'est pas ton ami de toutes les façons. Aujourd'hui, on peut rire, mais il y a d'autres calculs qui sont là. Les Africains comprennent mieux ça. Les politiques africains comprennent mieux que les calculs ne sont jamais finis. Dans un calcul, il y a toujours un calcul qu'on a réservé quelque part. On va te coller demain avec ça. Si ça n'arrange pas, on trouvera toujours une pioche pour te brandir au visage. Donc, je me dis, nous qui sommes des jeunes générations, il faut que cette génération de Gbagbo nous enseigne réellement ce qu'il faut en politique. Prosper Agboklou, de quoi dispose aujourd'hui le camp Gbagbo pour faire réinscrire le nom de Gbagbo sur le fichier électoral, bien sur la liste électorale comme il le veut? Non, je crois que nous avons parlé de l'anticipation tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est devant le fait accompli. On doit aller, il doit simplement négocier parce que... Négociation politique? Oui, politique, avec le RHDP. Avec le RHDP, parce que là, on ne peut pas... peut-être remettre les gens dans la rue, ça ne donnera rien. Parce que vous savez, à ces moments-là, c'est l'effervescence émotionnelle qui renaît. On a ce sens-là de défendre le champion. Et ça fait que le discours que tiennent ces champions parfois amène donc verse de l'huile sur le feu. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut aller aux négociations avec le RHDP. Ce n'est que la seule solution pour que la paix y règne. Vous savez, pour les politiciens, quand les gens tombent, la population, la masse qui est profane à la matière, qui ne comprend rien, surtout aux idéologies, quand ils tombent, ça fait trop leur... je crois que j'ai l'impression que c'est ça qui fait leur popularité en ce sens-là. Maintenant, il va falloir quitter cet état de bestialité qu'ont les politiciens. Ça, il faut le dire, c'est un mot auquel je tiens. Et ils quittent un peu le côté humain, ils se livrent un peu à cette babale bestiale qui fait que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. Eux, ils ont quelqu'un devant et il faut le défendre. Donc, il faut aller, si on veut l'apaisement, il faut aller à la négociation. Ce n'est que par là, parce que même si ces avocats brandissent aujourd'hui des menaces, oui, et autres, pour moi, ça ne donne pas vraiment la ligne à suivre pour pouvoir arriver à atteindre vraiment le but. Il faut la paix. Si il faut la paix, il faut aller à la négociation, revoir. Mais simplement, Donné vient de le dire, ça va prendre du temps.
pendant ce temps, on sait que les élections, c'est en fin d'année, je crois. 2 septembre, le 2 septembre pour ces élections. Prochains, pour les municipaux, les municipales plutôt, excusez-moi, et je crois les régionales en Côte d'Ivoire. Et c'est en 2024 qu'il y a l'élection présidentielle. Bon, jusque-là, il y a un mai jusqu'en septembre. Vous savez, les procédures juridiques ont aussi leur temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. On peut parler aujourd'hui, comment s'asseoir, négocier, puis prendre des décisions. Il faut des étapes. Maintenant, jusque-là, où sera Gbagbo? Donc, c'est ça que nous venons de dire. Il n'a pas anticipé. Ça, c'est une erreur, une grave erreur politique. S'il est venu, peut-être qu'il est resté aussi dans l'euphorie donc de la grâce présidentielle, de sa liberté, et autour de lui, tous ceux qui étaient n'ont pas réfléchi à cela, et aujourd'hui, ils sont tombés dans le pied. Donc, la négociation, rien que la négociation, à mon avis. Il faut négocier, la négociation, rien que la négociation. Vous pensez que cela puisse aboutir? Gbagbo a 10 jours pour obtenir un accord et voir son nom inscrit sur le fichier électoral avant que la version définitive ne soit publiée par la CEI et qu'on passe à une autre étape. Pensez-vous qu'à ce stade, il peut le faire avec les voies légaux, comme on le dit de son PPACI? La négociation, rien que la négociation, est-ce que ça peut aboutir? On ne saura le dire. Ça peut aboutir si on veut faire prévaloir la paix. Ça peut ne pas aboutir aussi, mais il faut qu'on garde et sauvegarde la paix et voir plutôt l'importance des vies humaines en Côte d'Ivoire au lieu d'être calqué sur la personnalité seule de Laurent Gbagbo. Je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Ceux qui suivent les politiques, ils ne maîtrisent pas le fond des débats, mais ils sont pour la plupart poussés par leur impulsion. Et juste ce qu'ils entendent, ce qu'ils regardent, on a refusé à notre champion de participer aux élections. Et ça commence encore. Et quelle Côte d'Ivoire encore? Et l'atmosphère a un peu chauffé. Voilà, et les trucs, voilà. Et avec l'insécurité que nous vivons dans la sous-région entière, et qui est encore des élections, des émeutes et par ici et par là, tout simplement parce que quelqu'un n'aurait pas retrouvé son nom sur la liste électorale. Je me dis, il faut plutôt donner de l'importance aux vies humaines africaines. Et qui doit faire cela? Les deux camps. Les deux camps. Camp Ouattara comme camp Gbagbo. S'il arrivait que les négociations n'aboutissent pas, je pense qu'il faut plutôt se garder réserve et ne pas brandir cela comme un objet de turbulence et que les gens descendent et tombent sous encore les balles comme on a l'habitude de le voir. Ce qui m'amène à ma prochaine question. À quoi doit-on s'attendre si ces négociations n'aboutissent pas? La réserve au niveau du camp Gbagbo. La réserve au niveau du camp Gbagbo. Parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore dans 10 jours? Si cela n'aboutissait pas, alors il n'y a plus rien à faire. On va tomber, on va descendre dans la rue. Ou alors on parlera de boycott, comme on a l'habitude de le faire dans les États africains. Cette élection-là n'est pas crédible, on n'y va pas. Écoutez, si seul Gbagbo ne va pas aux élections, mais le parti Gbagbo va quand même aux élections. Les militants sont là. Ils sont sur la liste électorale. Ce n'est pas parce que ils vont voter. Ce n'est pas parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale que tous les noms des militants de parti Gbagbo ne seront pas sur la liste électorale. Donc, sachant raison garder. Quand le champion n'est pas sur la liste électorale, on n'est pas content, c'est normal. Bon, c'est tout à fait normal. Mais il faut voir aussi l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauvegarder la paix. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauvegarder la sécurité. Et c'est de cela dont il s'agit. Moi, je parle généralement dans les pays africains. Un peu d'intercelle aujourd'hui, on est déjà pris jusqu'au cou. La crise économique est là. La vie, le train de vie aujourd'hui est très, très, très naze dans les États africains, surtout. Et la tension est à un niveau donné. Il faut juste un étincelle pour que ça prenne. Maintenant, il ne faut pas donner l'occasion, il ne faut pas donner l'opportunité à ce que ça prenne aussi rapidement et ravage les vies. La Côte d'Ivoire est mieux placée pour faire la leçon à une Afrique comme celle-ci, en matière de violence, en matière d'insécurité. Donc, si les acteurs veulent véritablement, et ils aiment l'Afrique, Gbagbo, panafricain que je connais, aimant bien l'Afrique, les fils africains, je pense qu'il a lieu, et avec sa grande sagesse, de prendre un recul sur un certain nombre de choses pour ne pas exercer et laisser exercer dans l'impulsif. Ok. Il faut dire que rejoignait un peu les inquiétudes pour l'amenuiser un peu, allais-je dire. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'est plus dans le cas de Gbagbo, c'est lui qui mobilisait presque les gens, la jeunesse à l'époque. Il s'est assagi. Je crois que serait temps
de Charles Blé Goudé que les bruits de bottes seront plus intenses déjà. Oui, il devait soulever la foule ici, par là, ici et là, dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il faire si le nom de Gbagbo n'est pas inscrit jusqu'au lendemain du 10 juin? Oui, la solution est trouvée par mon collègue tout à l'heure. Il faut... La réserve? Il faut la réserve parce que Gbagbo n'est pas éternel. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un antécédent peut-être pour 2025 pour la présidentielle? Bon, maintenant, est-ce qu'il est dit que Gbagbo doit être toujours président? C'est ça le problème, la costume là. Mais quand on crée un parti politique, dans la logique de Gbagbo, c'est quand même pour reconquérir le pouvoir et espérer mieux l'exercer parce que son mandat de 2000 jusqu'à 2010, on sait comment cela s'est présenté pour lui. Mais ça peut être aussi l'inverse. On peut se dire, bon, là où je suis arrivé, si c'est ma personne qui pose problème, il va falloir quand même aller avec un autre. Gbagbo peut positionner quelqu'un d'autre et par rapport... Aujourd'hui, trouvez-vous quelqu'un qui a le même charisme que Gbagbo ou qui a la même poigne que Gbagbo pour se présenter, s'il faut que le camp Gbagbo se présente en 2025, dans le PPACI, vous pensez? Bon, j'ai l'impression qu'on commence un jour. C'est-à-dire, c'est ce que nous oublions, on commence un jour. Avant de devenir une personnalité aussi importante qu'il l'est aujourd'hui, il avait commencé un jour. Donc il faut un renouvellement. C'est là où moi je dis, la vraie démocratie, c'est là. Il faut un renouvellement des instances au niveau même des générations. Vous voyez un peu. Donc là, Gbagbo a créé, son parti est nouveau, est novice. C'est un jeune parti. Oui, dans l'anderno politique ivoirien aujourd'hui. C'était le FPI qu'on connaissait de Gbagbo. Maintenant, c'est le PPACI. Dans le PPACI, il va falloir l'implanter, mettre en place une structure forte avant de penser prendre le pouvoir. J'ai l'impression que le pouvoir devient un tease sur lequel chacun veut créer le parti politique, on veut accéder au pouvoir, et ça, sans calcul, on y arrive, on entasse derrière des masses profanes qui viennent tomber sous le mal des soldats, et ça, je crois quand même qu'on doit éviter ça. Oui, Gbagbo a créé son parti, on le connaît déjà, mais on peut passer sous le couvert de Gbagbo. Je crois que le seul nom de Gbagbo aujourd'hui peut permettre à quelqu'un de son entourage de gagner quelque chose quelque part. Vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes le petit frère de Faure Gnassingbé. Vous arrivez, par exemple, vous êtes son petit frère. Vous arrivez quelque part, vous dites, le petit frère de Faure Gnassingbé, on va vous faire passer avant moi, avant Agboklou. C'est ça. C'est le charisme de la personne même. Même quand vous dites vous êtes Gnassingbé, on ne sait pas de quel Gnassingbé. Voilà. Mais est-ce que dans ce cadre politique, vous pensez qu'aujourd'hui, Gbagbo, en ne se présentant pas, peut-être, nous sommes juste dans les suppositions, en 2025, il n'est pas candidat, il présente quelqu'un, vous pensez que ce quelqu'un pourra faire le poids face au candidat de Ouattara, au candidat de Bédié ou quelque chose comme ça? Il est lui-même le support de ce candidat. Il est déjà l'habillage, il fait l'habillage, c'est Gbagbo. Et à travers lui, à travers ce candidat, on peut le remettre là, forcer le passage. C'est ça qui crée des désordres. Vous pensez, quand Gbagbo se retire aujourd'hui et que sa position n'influe pas sur les décisions de l'État, ça peut contraindre même Ouattara à se retirer, okay, à positionner quelqu'un d'autre. Pour moi, le rétablissement de Gbagbo dans ses droits, oui, je veux. Mais on ne doit pas précipiter les choses parce que Gbagbo doit aller aux élections. S'il ne vote pas, son fils peut voter. Quelqu'un d'autre de son parti peut voter. Donc, merci même sa femme, qu'on appelle Simone, a parlé la dernière fois, je l'ai écouté. Sa réflexion m'a beaucoup plu. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra vous retrouver pour la suite de cette émission.